dans le temps où je m'exerçais à me tenir sur un cheval, j'eus plus de difficultés avec les pressoirs et avec les poules. Le pressoir, masse sombre qui occupait la moitié de la route, donnait des craintes au cheval, qui donnait à son tour des craintes au cavalier. Le cheval avait peur de cette masse qu'il ne reconnaissait point, et moi, j'avais peur de tomber. Ces deux craintes mêlées produisaient des effets ridicules. Mais l'action des poules donnait encore une meilleure image des passions. La poule, souffrant d'inquiétude et d'irrésolution, se jetait follement devant notre route, et le saut du cheval retentissait en tous les muscles du cavalier, qui bondissaient chacun pour son compte. Le cheval se trouvait ainsi entre le troupeau des poules et le troupeau des muscles humains. Il frémissait de cette double peur, mais encore plus, je crois, de la peur du cavalier, immédiatement sensible par pression, déplacement, secousse, messages incohérents. On dit que le cheval de troupe reconnaît aussitôt à ces signes un cavalier novice, et qu'il se plaît à le désarçonner. Le cheval n'a point tant de malice. Il gagne la peur par le contact, comme une maladie d'un moment, et la redouble en l'autre et en lui. Si j'avais suivi ces exercices, je serais arrivé sans doute à ce calme du corps, si visible dans l'attitude, mais bien plus sensible encore au cheval, et qui, au premier soubresaut, s'abandonne encore plus et se détend sans effort, ni signe ni message d'aucune sorte. Et cela même est un message bien clair pour l'aveugle et tremblant compagnon. Appréciant mieux d'après cela la chute naturelle des jambes et des bras, l'assiette, et enfin le repos du corps sur lui-même dans le cavalier véritable, je compris que l'esprit d'un chef militaire, en ce qu'il a de bon et de mauvais, dépend principalement d'une longue familiarité avec le cheval. Par là je m'étonnais moins de certains jugements cavaliers. On se souvient de ce général qui, en l'année 17, lança contre les plateaux de l'Aisne une attaque gigantesque, que beaucoup jugeaient imprudente et folle, et qui, dans le fait, fut brisée aussitôt. Ce général était un brillant cavalier, à ce qu'on dit. Voilà qui explique tout. Dans un saut difficile, si le cavalier a la moindre peur, le cheval tombe. D'où cette idée, qui est vraie pour les actions ordinaires d'un cavalier, c'est que la peur de tomber est le plus grand danger, et presque toujours le seul danger. On arrive donc, par cet entraînement, à ne plus se permettre de douter de soi, et c'est ce qui est le mieux pour l'exécution à corps perdu. Mais c'est la source aussi de cet aveuglement militaire, qui dépasse toute vraisemblance et toute prévision. Qui doute, qui avertit, qui se mêle de compter les ponts, les chemins, les obus, les canons, est aussitôt suspect, et le pouvoir absolu établit bientôt le silence. Au premier signe d'inquiétude de l'immense cheval aux 1000 têtes, le cavalier, par sa vertu éprouvée, assouplit aussitôt son corps et assure sa confiance. De là des erreurs démesurées. L'imagination, à proprement parler, lui bouche les yeux, car l'imagination consiste en ceci que l'homme juge des choses extérieures, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles peuvent, d'après l'état de son propre corps. Ainsi les mitrailleuses, les calibres, les munitions, les pentes, la boue, la pluie, les nuages, sont appréciés d'après l'assiette cavalière, et le corps humain étant remis aussitôt, par longue habitude, en état de souplesse et de sécurité, tout va donc bien. Cet art de se persuader soi-même, par gymnastique, est précieux dans le subalterne, mais nuisible au grand chef. C'est peut-être pour cette raison que les chefs les plus vieux, et qui sans doute avaient oublié l'équitation, se montrèrent les plus habiles. On rapporte que Napoléon était un médiocre cavalier, et lui-même, en son mémorial, dit qu'aux Tuileries, il comptait le sucre.